On a le plaisir d'accueillir Lorraine Tourniol-Duclos ici ce soir, qui va intervenir sur la sécurité physique et logique en situation de télétravail. Donc, je rappelle que Lorraine Tourniol-Duclos est directrice sécurité, sûreté physique, logique et cyber chez Deloitte, avec un long parcours au sein de l'administration, puisque Lorraine Tourniol-Duclos a travaillé pendant 15 ans au sein du ministère, et notamment du ministère de l'Intérieur pendant 6 années, où elle a travaillé essentiellement sur le terrain et dans l'analyse des données criminelles. Puis elle a travaillé 2 ans à la présidence de la République dans la cellule de coordination des services de renseignement, avant d'être recrutée au sein du ministère des Armées à la tête de la stratégie, à la direction du renseignement militaire. Et après tout ce beau parcours, voici quasiment 3 ans que Lorraine a rejoint un des Big Four, Deloitte. Voilà, donc un cabinet d'audit et de conseil. Et grâce à toute cette belle expertise, Lorraine va pouvoir ce soir intervenir sur ce sujet ô combien passionnant, je dis, et d'actualité sur la sécurité physique et logique en situation de télétravail. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation élogieuse. Je vais tâcher d'être à la hauteur de vos attentes. Peut-être pour compléter ma présentation, vous dire pour ceux qui ne connaissent pas que j'ai 3 axes un peu principaux de travail de manière générale, que ce soit chez Deloitte ou ailleurs. C'est la sécurité globale avec le rapprochement sécurité physique, sûreté physique, sécurité logique et RH. Deuxième axe, la digitalisation des directions sécurité-sûreté. Et enfin, la visibilité des directeurs, des directions sécurité-sûreté auprès des directions générales. Voilà, bon, c'est le premier débat sur le télétravail et la première volonté, je pense, de réflexion stratégique dont j'entends parler pour la sûreté physique. Et j'en remercie chaleureusement l'Agora des directeurs de la sécurité. Alors, le télétravail concerne pourtant toutes les entreprises depuis le premier confinement. Et donc, tous les directeurs sécurité depuis le premier confinement. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Ah, d'accord. Et malgré tout, au sein des directions sécurité-sûreté, on cherche peu à en évaluer les impacts et les évaluations futures. Alors, on peut se demander pourquoi cela. Alors, paradoxalement, ce que j'ai pu observer dans les directions sécurité et sûreté, on sait réagir, on prévient bien les risques, on est même des as de la gestion de crise, je dirais. Mais justement, on n'a peut-être pas identifié le télétravail comme un risque. Non pas comme une menace, non pas comme une agression, mais une modification profonde du contexte, des conditions d'exercice de nos fonctions. Je dis nos fonctions parce que c'est vrai que j'ai exercé plus ou moins ce métier pendant un certain temps et voilà, je m'identifie beaucoup à mes correspondants. Du coup, on a du mal à anticiper les évolutions organisationnelles internes de l'entreprise qui en découlent et qui ont pourtant un impact fort sur notre organisation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la sécurité-sûreté ? Ce sont souvent, je ne surprends personne en disant ça, les chocs qui font évoluer. Il y a eu les attentats le 11 septembre, il y a eu Hypercacher, le Bataclan, Charlie Hebdo, ou la crise des Gilets jaunes. Cela nous a mis au premier plan, ça a même parfois fait évoluer nos attributions et nos budgets. Mais avec la pandémie et le télétravail imposé, et la crise économique et sociale qui se rajoute, c'est une sorte de choc inversé pour la sûreté physique. Elle nous a rendus moins visibles, elle a compliqué le métier et souvent, elle a diminué les budgets. Je vais reprendre ici ce que certains directeurs sécurité-sûreté me confient. Il existe de telles contraintes aujourd'hui avec le télétravail qu'on ne peut plus faire notre boulot. C'est fort, hein, mais c'est du véridique. Donc le télétravail existait avant la pandémie. Oui, mais pas à ce point. Et surtout, la pandémie a été, je dirais, un facteur d'accélération brutale vers un télétravail généralisé. Il est désormais installé dans le paysage. La réflexion stratégique sur la sûreté et le télétravail, il faut donc y penser. Merci encore à l'Agora des directeurs de la sécurité. C'est devenu une évidence et même une urgence. Et ce n'est pas une parenthèse, un mauvais passage. Non, le télétravail, il faut s'y adapter, s'y préparer, il faut avancer avec.
Je vais tenter aujourd'hui de vous montrer que dans ce nouveau contexte, ces contraintes peuvent devenir des opportunités, à condition de revoir la copie, de se réinventer et de travailler autrement. Alors, ce n'est pas hors d'atteinte, pour ceux qui auraient tendance à baisser les bras, ce n'est pas impossible. Et comment faire? Je vais vous expliquer, je vais expliquer un petit peu mon approche pendant toute cette présentation. Et en résumé, on va prendre en compte les nouvelles conditions de travail pour être plus visible, plus performant. On va mieux gérer les risques et la continuité et on va être plus rentable. Vous allez voir. Le télétravail, d'abord, peut-être qu'on va se mettre d'accord sur de quoi on parle. Or, le mieux, c'est de prendre le Code du travail et l'article L1222-9. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exercé dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le développement du télétravail à distance, donc comme on vient de le comprendre, depuis la fin des années 2000, qui ont été les premiers accords d'entreprise en 2007, est donc très lié au développement des outils digitaux. Les principaux outils grand public ont beaucoup gagné en visibilité pendant le premier confinement, qui a imposé brusquement et partout le télétravail. Donc, il y a la suite que tout le monde connaît, bureau type Teams, il y a les mails Slack, la gestion de projet Trello, les visioconférences Zoom, le partage de fichiers WeTransfer, etc. Mais ces outils digitaux à distance ne sont pas toujours adaptés aux spécificités de la sécurité-sûreté. Il n'y a notamment pas d'équivalent pour les audits de sécurité-sûreté, pour la gestion des crises, pour la main courante d'incidents, pour le pilotage stratégique, etc. Alors, il y a quelques grands groupes qui ont développé en interne leurs propres outils, et avec l'aide de certains éditeurs, mais dans la majorité des cas, la transformation digitale de la sécurité-sûreté reste à faire. Le premier confinement, en imposant un télétravail généralisé et non anticipé, en a souligné l'urgence. Donc ça, c'est le premier impact. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé parce qu'il y a un écho. Voilà, si on éteint bien ces micros, on n'aura pas de soucis pendant le reste de l'intervention. Donc, le premier impact, c'est l'impact digital. Ensuite, ces outils digitaux, qu'ils soient sur étagère ou développés en interne, peuvent comporter des failles exploitables par des ransomware ou bien des backdoors qui ont été conçus pour faire fuiter vos données. On se rappelle de Zoom, il y a aussi Teams, et ça peut continuer quand Teams est mal utilisé. Et voilà, pendant le premier confinement, mais encore aujourd'hui, j'ai des exemples réguliers puisque je fais également du cyber. Donc, avec le télétravail, les questions de cybersécurité deviennent centrales et la sécurité sûreté physique passe à l'arrière-plan, selon moi. C'est le deuxième impact. Enfin, le troisième impact du télétravail tient à la nature de la fonction sécurité-sûreté. C'est avant tout un métier de terrain et souvent un métier de contact. Or, le télétravail diminue la présence humaine sur place, tout en augmentant la présence humaine de l'entreprise ailleurs. Les employés sont à domicile ou en mobilité. Le télétravail va donc imposer de repenser les process de la sécurité-sûreté et son management, car les agents de sécurité sont parfois eux-mêmes à distance de leur manager. En résumé, le développement du télétravail met donc le monde de la sécurité-sûreté face à trois challenges. Celui de la digitalisation, celui de la réorganisation de son management et de ses process, et enfin celui de sa visibilité aux côtés de la cybersécurité. Et enfin, on peut aussi noter que face à ces trois challenges, la situation des entreprises varie beaucoup selon les secteurs d'activité. Par exemple, banque et assurance avaient déjà bien avancé dans leur transformation digitale et ont bien supporté le premier confinement, à mon sens. Quand d'autres secteurs, comme les industries de production, les centres commerciaux, les collectivités territoriales, ont souvent été plus démunis et doivent maintenant s'adapter en accéléré. Je voudrais revenir sur nos trois impacts, un à un, en commençant par celui de la transformation digitale de la sécurité-sûreté. Le développement du télétravail impose de finaliser la transformation digitale des directions sécurité-sûreté. Cette transformation prend trois formes. Il y a la digitalisation des équipements, la digitalisation des communications et la digitalisation des activités. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, j'ai trouvé ce regroupement qui me paraissait assez concentré et assez représentatif. Donc la digitalisation des équipements, c'est la forme la plus ancienne.
quand ça parle à tout le monde. La plupart des équipements sont déjà digitalisés. Portillon, badge, caméra, lecteur de plaques d'immatriculation, etc. Ils se perfectionnent encore régulièrement en fonction de l'avancée des technologies. Biométrie, reconnaissance faciale, IoT et d'autres. Les enjeux ici sont l'interopérabilité des systèmes, la cybersécurité des objets connectés. Ainsi peut se faire entièrement hacker, j'ai vu, à partir d'une simple caméra connectée. Le traitement, il y a aussi le traitement, comme autre enjeu, le traitement des données en temps réel. L'aide de l'IA peut être décisive quand les données sont massives. Et enfin, le stockage de données, avec tous les enjeux derrière de RGPD, des data centers, du cloud, voilà, de l'exploitation pour les réflexes d'incidents. La deuxième forme que peut prendre cette transformation, après la digitalisation des équipements, c'est la digitalisation des communications. J'entends par communication la remontée d'informations, la transmission des consignes, la télécommunication. C'est la forme qui a connu son vrai crash test pendant le premier confinement, car elle avait rarement été expérimentée à grande échelle auparavant. Vous en conviendrez, la télécommunication est nettement moins performante que la communication directe, la télécommunication. À distance, par écrit ou par visio, les messages passent moins bien. On sait que 80% de la communication est non verbale. Les consignes sont moins comprises, moins bien comprises, la concentration est plus faible. Je mets ma main à couper que parmi les gens qui m'écoutent là en ce moment, il y en a plusieurs qui répondent à des mails, répondent à des textos, mais ce n'est pas une accusation, c'est quelque chose de très courant et voilà, qui arrive même au meilleur. Il y a donc un vrai enjeu de choix quantitatif et qualitatif d'outils digitaux de communication afin de ne pas perdre en efficacité. Idéalement, il faut quelque chose de facile à prendre en main par les équipes, de performant, de peu gourmand en ressources, multi-support, PC, tablette, smartphone, et multicanal, images, vidéos, son, texte, émoticônes. Voilà. J'entends par un enjeu de choix quantitatif et qualitatif par qualitatif, car il ne s'agit pas de les multiplier pour des raisons toutes simples que vous devinez de sécurité et d'interopérabilité. Alors après la digitalisation des équipements, la digitalisation des communications, il y a la digitalisation des activités. C'est la forme vraiment nouvelle pour beaucoup d'entreprises qui commencent seulement à se poser, en partie imposée par le premier confinement. Comment assurer efficacement et à distance des activités de terrain? L'accueil des visiteurs, les rondes de surveillance, etc. On peut même parler en ce domaine de faible digitalisation à distance des directions sécurité-sûreté, tant les outils disponibles sont encore rares. Qui a vu, et bon, je commence par le mauvais parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir déjà, des mains courantes à distance, des audits de sécurité-sûreté à distance, de la gestion de crise, des outils de gestion de crise, d'exercices de crise à distance, de la détection précoce et de l'anticipation d'activité, des tableaux de bord de pilotage décisionnel, plutôt que de faire au doigt mouillé. Donc ça existe, hein, mais c'est rare, ce que je veux dire. L'enjeu est ici l'élaboration d'outils spécifiques et adaptés à la configuration de votre entreprise. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, hein, sans citer de nom, bien évidemment, d'un de mes clients à qui on a annoncé récemment la fin des audits en déplacement pour des raisons économiques. C'est-à-dire que ce directeur sécurité-sûreté, dont les assets sont déployés dans le monde entier, devra, à partir d'aujourd'hui, effectuer ses audits complètement à distance. Revenons maintenant sur le deuxième impact du télétravail, les process et le management. Dans le cas particulier de la sécurité-sûreté, le télétravail pose deux sortes de problèmes très différents selon qu'on parle du télétravail du personnel de l'entreprise ou du télétravail des agents ou des collaborateurs de sécurité-sûreté. D'une part, en effet, il y a le télétravail des employés. La direction sécurité-sûreté a mission d'assurer la sécurité de ses personnels et du patrimoine de l'entreprise, matériel, parfois immatériel pour ceux qui couvrent le cyber parmi vous. Mais comment faire si ces personnels sont hors de l'entreprise, voire même en mobilité constante? Et il y a là une question d'efficacité. Comment assurer les missions de protection? Mais c'est aussi une question juridique. De quoi peut être tenu pour responsable l'entreprise? J'ai donné l'exemple des accidents de travail en trajet. La difficulté est la qualification d'un accident de travail quand quelqu'un n'est plus au travail.
Si vous avez un employé hors de l'entreprise qui a un accident alors qu'il discutait avec son manager, qui va être responsable? Alors, si on veut assurer la protection des personnes et des biens que l'on ne voit pas, il faut bien qu'on ait quelques détails sur leur localisation, leur déplacement, etc. À l'avenir, la sécurité sûreté de la télé-entreprise imposera donc peut-être une plus grande intrusion dans la vie privée de ses employés, dans l'organisation, les horaires de travail au domicile ou en déplacement, sur les outils employés, etc. Ce qui posera vraisemblablement d'autres problèmes alors, CNIL et réticence des personnels. Le côté positif de ce changement, c'est que moyennant quelques adaptations, j'y réfléchissais tout à l'heure, ce n'en est pas un, ce n'est pas un changement pur. Sécuriser les collaborateurs à l'extérieur de l'entreprise, quand on y réfléchit, c'est un peu le métier du directeur sécurité-sûreté quand il protège ses voyageurs à l'étranger. La sécurité de la téléentreprise demandera sans doute aussi un plus gros effort de formation et de sensibilisation des personnels, notamment pour la protection du personnel, la protection du matériel. Pardon. Par exemple, ne pas se faire dérober un ordinateur professionnel dans les transports en commun, mais aussi pour assurer la sûreté des échanges. En effet, en télétravail, on travaille de plus en plus sur ces temps morts, dans des files d'attente, dans le train, etc. Du coup, les employés en mobilité sont conduits à échanger des informations de façon moins sécurisée, en marchant dans la rue, en faisant, en faisant la queue au supermarché, par oral dans un environnement non sécurisé, comme les espaces collaboratifs et les espaces de coworking, qui, comme chacun sait, sont des nids à espions pour capter de l'information, dans son jardin. J'entendais l'autre jour une collègue qui me disait qu'elle travaillait avec son fils, qui était dans une boîte concurrente, donc elle savait absolument tout de ce que faisait la boîte concurrente grâce à cela. Il y a donc là, de manière cruciale, une sensibilisation supplémentaire des personnels à mettre en place. Alors attention, je ne parle pas encore de cybersécurité ici. Il y a évidemment en outre un sujet de cybersécurité autour des échanges en eux-mêmes, mais qui concerne alors l'information déjà numérisée. Par exemple, protéger la messagerie de l'entreprise des hackers, c'est du cyber. Mais sensibiliser à ne pas écrire de mails confidentiels dans un endroit public où quelqu'un pourrait lire par-dessus votre épaule ou dans le reflet de la vitre, ça, c'est de la sûreté. Le télétravail, en baissant le lien social et culturel en entreprise, va compliquer aussi l'attachement à l'entreprise, la loyauté, créant de nouvelles brèches de sécurité. La formation continue comme un management adapté auront encore une fois un rôle à jouer. Mais je pense que ça va être vraiment très compliqué. Dans les risques pour les employés, celui très spécifique, psychosocial, de la fatigue des managers, due à la surcharge mentale pour compenser l'absence physique des équipes et des employés. Cette fatigue des managers a certainement été amplifiée par le confinement, qui a brutalement imposé le télétravail à tous les secteurs et sans réflexion stratégique préalable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un déséquilibre, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, excusez-moi de faire cette petite remarque, je l'invite à l'éteindre pour pas qu'il y ait d'écho pour tout le monde. Voilà, parce qu'un déséquilibre peut entraîner un risque de burn-out et donc un risque de ne plus agir normalement et donc de se mettre en danger soi-même, évidemment, et son entreprise. Donc je ne vais pas donner de détails parce que le temps est compté, mais je sais que chacun d'entre vous, en tout cas les directeurs sécurité sûreté ici présents, savent comment ça peut dégénérer et voilà, avoir un impact sur le fonctionnement même de l'entreprise. D'autre part, donc j'ai parlé donc, de tout ce qui était lié en fait à l'impact sur les employés. Il y a aussi plus spécifiquement l'impact du télétravail sur les collaborateurs de sécurité sûreté dans vos équipes. Comment manager à distance ces équipes, ces fournisseurs, ces contracteurs et comment continuer d'assurer en même temps, mais aussi à distance, la sécurité sûreté de l'entreprise. On retrouve ici d'abord la question des outils digitaux dont on a parlé un peu plus tôt et de la transformation digitale des directions sécurité-sûreté, main courante, audit, gestion de crise. Et s'il y a de nouveaux outils, il y a aussi une période de prise en main et de formation correspondante des agents à prévoir. Et la formation à distance, le e-learning, ce n'est pas simple. On a pu constater, autre difficulté, autre impact du télétravail sur les collaborateurs sécurité-sûreté, les difficultés à assurer une bonne gestion de crise. Métier clé de la sécurité
sûreté. Bon, ça n'a rien de contradictoire avec ce que j'ai dit tout d'abord au début, hein, où je disais que le directeur sécurité sûreté était des as de la gestion de crise. Je dis simplement que c'est plus compliqué. Il est moins évident de gérer des crises avec des outils de télétravail au lieu d'une présence physique sur le terrain. C'est mon point de vue. On va pouvoir en parler peut-être aussi plus tard. On trouve ensuite un défi de management dans les directions sécurité-sûreté. Les rapports humains se distendent naturellement avec l'éloignement. Les rapports managériaux connaissent ainsi dans la sûreté d'ailleurs, comme ailleurs, une altération de la rigueur et du respect des process. On peut aussi donner l'exemple d'un nouveau recrutement où l'embarquement est rendu plus compliqué. Même s'il faut relativiser aujourd'hui ce défi du management avec la Covid, pourquoi? Parce que le télétravail n'est pas complètement installé. Le plus dur est à venir, je pense, pour les directions sécurité-sûreté, en tout cas pour certaines d'entre elles, notamment celles qui ont géré le Covid avec certaines compensations. Je voulais mettre en avant certaines compensations en fait, qu'a apporté la Covid à l'activité des directeurs sécurité-sûreté. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Enfin, ils ont commandé des masques en Chine. Donc ça a pris du temps. Il a fallu vérifier les fournisseurs, le flux pour qu'ils arrivent à destination. Ils ont aussi contrôlé le port du masque et autres orientations des autorités publiques qui ont occupé leurs équipes. Demain, quand il n'y aura plus que le télétravail, ça sera moins évident. Le télétravail entraîne également de vrais risques de perte de la réalité terrain, avec moins d'empreintes, pourtant décisives pour le contact avec le local, la population, surtout dans la sécurité-sûreté. Je pense à une anecdote d'un de mes directeurs sécurité-sûreté qui me disait que lui, il était déployé en Amérique du Sud, et qu'en Amérique du Sud, la température, elle se prend plus qu'ailleurs sur les terrains. Le verbal étant majeur pour évaluer la menace. On comprend la difficulté pour lui que peut représenter le télétravail. Enfin, on pourrait souligner ici, compte tenu de la nature du métier, de l'importance pour le directeur sécurité-sûreté d'être présent physiquement à la direction générale, car sa fonction lui demande parfois de communiquer directement et sans trace avec son DG. À la fois pour protéger le DG, mais aussi pour capter ses réactions sur des sujets qui peuvent être ultra sensibles. Et quand les DG, on le sait, comprennent mal l'intérêt de la sûreté, être absent ou non visible dans une période de chasse aux économies, je vous assure que ça peut conduire rapidement à la question de l'intérêt. Alors, je vais traiter maintenant le troisième et dernier impact du télétravail après la digitalisation sur la sûreté, sur la sécurité-sûreté, après la digitalisation, après la transformation des modes de travail et des process, c'est la visibilité. Donc le télétravail a d'abord généré un transfert d'efforts des entreprises de la sûreté vers le cyber. Alors je vais m'expliquer. D'une part, beaucoup de chefs d'entreprise ont pensé que le travail de la sécurité-sûreté diminuait avec la moindre présence de personnel sur le site. Moins d'accueil de personnel, moins d'identification par badge, par badge inutile, travail limité à la surveillance des espaces, managers qui remontent moins d'alerte car ils ne voient plus leurs collaborateurs, etc. Donc je me souviens aussi j'ai une anecdote aussi récente où d'un directeur sécurité-sûreté qui, dès la fin, même pas la fin du premier confinement, a pu débarquer son secrétaire général, qui est aussi celui qui avait les finances de la boîte, et lui dire, écoute, maintenant, il n'y a plus personne sur les sites, avec le télétravail, je compte sur toi pour diminuer tes effectifs et les coûts. Tout ça pour dire que le premier réflexe assez fréquent a donc été de penser à une moindre activité de la sécurité-sûreté. Par ailleurs, il est évident que l'activité de la cybersécurité s'est accrue. Monter ses réunions soi-même, sans la DSI dans certaines entreprises, avec des outils peu sécurisés ou mal maîtrisés, et je pense aux directeurs sécurité-sûreté qui manipulent par essence des informations très sensibles, c'est naturellement fragiliser l'entreprise. Le télétravail qui n'a pas été préparé, non préparé, c'est une surface d'attaque plus importante dans l'entreprise, chez les collaborateurs, via les fournisseurs. On constate clairement l'usage tout azimut de davantage d'outils collaboratifs, la mise en place massive de VPN installés à la va-vite, l'explosion du shadow IT,
autrement dit l'accroissement de l'usage d'équipements, de solutions non managées, non habilitées par vos DSI, l'usage de sites web licencieux pour des raisons personnelles. Il y a des enquêtes qui sont sorties pour montrer l'explosion de ce type de pratique. Avec le retour de boomerang, évidemment, en termes d'attaque, qui est évident. Dans ce contexte particulier, le cyber a souvent su saisir l'opportunité de développement. Croissance de moyens financiers, accélération des projets. Et l'opportunité de développement qui a été offerte par cette nouvelle visibilité de la menace, qui a été réelle, et qui a été démultipliée par les médias. Les médias se sont mis à cœur joie de parler d'un certain nombre d'incidents, ce qui a servi, il faut le reconnaître, ça a servi les directions cyber. Donc en plus, la menace réelle, l'explosion des ransomware, le phishing, les keyloggers, en même temps que les infections liées à l'usage de sites web perso ou au téléchargement d'applications non homologuées. Voilà, la menace qui attaque de nouvelles cibles comme les entreprises, des établissements qui connaissaient peu le télétravail, à l'image des mairies. Voilà. En conséquence, tous les projets IT SSI, en tout cas dans le périmètre que je couvre, et aussi parce que j'ai les oreilles aussi qui traînent dans les PME, etc., et ben, se sont accélérés. La migration dans le cloud, la généralisation du MFA et de la sécurisation dans le cloud via les WAF, la sécurisation des applis, les CASB, les SASI, la sécurisation des comportements dans les web des collaborateurs, les EDR, la détection prédictive. Dire si, certes, le cyber en fait a fait de l'ombre, je pense, aux directions de sécurité et sûreté, malgré elles, cette baisse, il y a aussi la baisse apparente de l'activité sécurité sûreté qui n'a pas toujours eu lieu et quand elle a eu lieu, n'a été que ponctuelle. Alors, je vais illustrer ça très rapidement, le temps passe. La diminution apparente, selon moi, de l'activité sécurité sûreté quand elle a eu lieu est en partie en trompe-l'œil. Pourquoi? Et ça, c'est des arguments que vous pouvez évoquer devant vos DG. La baisse des attaques physiques est très liée au confinement, avec ces limitations d'horaire. C'est un phénomène exceptionnel et ponctuel. Une fois qu'on sera sorti des différentes phases de confinement, croyez-moi, de nouvelles opportunités d'attaques physiques apparaîtront. Aujourd'hui déjà, les frustrations chez les collaborateurs comme chez les malveillants s'exacerbent tranquillement avec des signaux faibles inquiétants. Je vais reprendre quelques incidents qui sont passés ces dernières semaines. L'incident de la personne qui a été renvoyée là, à Valence, qui a tué un DRH, un conseiller Pôle emploi, il a agressé une autre DRH. Bon, il y a l'affaire Samuel Paty, là, où il y a un terroriste qui s'est énervé pour pas grand-chose. Aujourd'hui, je traite d'un cas de vol d'ordinateur assez important dans des locaux pourtant très sécurisés. Mais bon, en fin de compte, pas tant que ça, justement, en raison du télétravail. L'arrestation le 11 décembre de 7 radicaux ultra-gauche qui préparaient un attentat dans l'Indre, enfin qui s'entraînaient dans l'Indre, je n'ai pas d'informations où est-ce que devait être connu cet attentat. L'explosion de l'espionnage industriel, alors ça c'est vraiment incroyable dans le secteur pharmaceutique bien évidemment. Il y a aussi, je pensais aussi à la détection d'un nombre impressionnant de keyloggers. On apprenait en début de semaine que dans une grande entreprise française, en fait, le responsable de la sécurité me disait qu'il détectait toutes les semaines 10 keyloggers dans son entreprise. Donc voilà, les keyloggers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qui vous permet d'enregistrer tout ce que vous frappez sur votre ordinateur. Il est même sur le coup, donc il arrive à récupérer votre mot de passe, vos identifiants. Il peut même, quand c'est un peu plus évolué, prendre des photos de vos écrans et tout ça. Donc ça coûte rien, ça s'achète sur Amazon. Voilà. D'autre part, la baisse des incidents est très liée à la faible digitalisation des activités. Ça aussi, c'est un argument. Si les mains courantes, par exemple, sont saisies manuellement par les agents sur le terrain, alors moins d'agents sur le terrain, ça signifie mécaniquement moins de mains courantes, mais pas forcément moins d'incidents. Enfin, s'il y a des policiers parmi vous, ils savent très bien ce que c'est ce qu'on appelle le chiffre, c'est le chiffre noir de la délinquance, et voilà, c'est des choses que
qui ne diminuent pas, voire qui augmentent et qui n'apparaissent pas forcément dans les chiffres. Par ailleurs, le télétravail, on l'a dit, augmente énormément la surface d'attaque de l'entreprise, car l'entreprise se disperse avec le télétravail. Le risque de vol de matériel, j'en ai parlé avec ce que je fais aujourd'hui dans une entreprise, ainsi que de fuite de données, est plus grand à domicile ou en mobilité, avec des locations de salles. Aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus des espaces de coworking demain avec l'ouverture à la fin du Covid. Et ces risques-là qui sont plus importants donc à domicile en mobilité que sur le site du travail. À l'inverse, sur le site du travail, il y a également plus de facilité de vol d'équipement dans des bureaux déserts et moins surveillés. Donc si on parle avec une approche risque, je sais qu'il y a des directeurs risques parmi vous, plus de menaces, multiplié par plus de vulnérabilité, s'entraîne plus de risques. Enfin, pour toute une partie des entreprises, elles n'ont simplement pas connu de diminution de charge de travail, les directions de sûreté, notamment les sites de production industrielle ou les centres commerciaux qui, même moins fréquentés par les employeurs, demandent la même surveillance. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y avait des gros, des Auchan, Auchan, des Carrefour, des choses comme ça, et qui étaient ouverts au public. Le télétravail pose donc, malgré tout, un défi donc, de visibilité. Le cyber occupant une place plus importante, ce que je viens de vous dire, et une perception à tort d'une baisse de la menace. Donc un défi de visibilité et donc de reconnaissance des directions sécurité sûreté. Alors que faire? Il y a 4 défis pour avoir plus de visibilité. En pratique, on constate que ce défi de visibilité est accru quand le directeur sûreté n'a pas la sécurité ou la gestion de crise dans son périmètre. Les directeurs sûreté qui n'ont pas eu à gérer la crise Covid ont souvent eu ensuite, en tout cas, connu une pression pour baisser leur budget, voire leurs effectifs. Il faut aussi rétablir l'intégration de la direction sécurité sûreté dans les projets, dans la chaîne de valeur. Alors c'est facile à dire, comme la sûreté n'est pas cœur métier, les métiers pensent que le volet sûreté du projet a été pensé en amont, ce qui n'est pas toujours le cas, ou bien qu'il le sera en aval, ce qui est de toute façon souvent trop tard, ou n'y pense tout simplement pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'absence en présentiel du personnel de sécurité sûreté au bureau, dans les réunions ou ailleurs, ça facilite l'oubli de l'importance de leur fonction. Et ça limite son intégration dans les process ou les réunions. Je pense que j'ai pas le temps de faire de dessin, mais en gros, ce que j'entends, c'est que ça arrive fréquemment que les directeurs sûreté soient invités comme ça au dernier moment, parce qu'on l'a vu dans le couloir, on dit tiens, t'es pas invité à telle réunion, mais viens, ça sera super intéressant si t'es là, etc. Donc c'est pas quelque chose de natif dans beaucoup d'entreprises d'inviter le directeur sécurité sûreté. L'enjeu ici, le troisième défi, c'est aussi en termes de communication interne. Pour cela, le directeur sécurité, sûreté, selon moi, doit apprendre à mesurer et convaincre. Et plus précisément, à mesurer pour convaincre. Il doit développer les outils de mesure de son activité pour convaincre que son activité reste importante en termes de volume, pour montrer qu'il travaille, tout simplement. Il doit développer les outils de mesure des risques pour convaincre que son activité diminue les risques. Il doit aussi développer les outils de mesure de sa valeur ajoutée pour convaincre que son activité est productive, qu'il est un business partner. Et j'ajouterais que la digitalisation de la sécurité sûreté peut devenir un atout dans cette action de communication interne et de mesure, de cette communication interne de mesure et de valorisation. D'un côté, les directeurs sûreté et sécurité vont devoir acquérir des compétences quantitatives. Voilà, n'ayons pas peur. Et apprendre à manier quelques ratios, à l'image de ce que font le management des risques, les juristes de l'entreprise quand ils décident de se doter de telle assurance, le contrôle de gestion, sans parler des financiers. Ces ratios, qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators, soutiendront, j'en suis persuadée, leur budget
comme pour les autres practices. Il y a des outils aujourd'hui, je pense, trop absents des directions sécurité-sûreté et pourtant pour lesquels les DG ont toute confiance. Je pense par exemple tout simplement au tableau de bord de pilotage et d'aide à la décision. Donc, qui sont faits grâce à des outils de tableau de bord, de business qui existent dans votre entreprise forcément, donc qui ne vous coûteront rien à mettre en place. Et voilà. Et donc, il y aura juste en fait à les nourrir intelligemment par vous-même en vous faisant accompagner. Et voilà, c'est tout. Je vous fais pas de dessin de ce côté-là. En résumé, dans une logique de sécurité globale, mon sentiment est qu'il faut éviter l'accroissement du gap entre sécurité logique et physique, et pour le bien des deux métiers, pour le bien de l'entreprise. Parce que la menace globale, on est face à une menace globale, hein, il faut une réponse globale. Et la réponse globale, c'est la sécurité logique et la sécurité physique ensemble. C'est comme les deux jambes d'un même corps, je me donne souvent cet exemple, avec une grande jambe et une jambe atrophiée, forcément, on se casse la figure à un moment ou à un autre. Les impacts du télétravail, pour moi, ils imposent 3 adaptations. La digitalisation pensée, parce que les outils dédiés sur étagère sont trop rares et souvent mal conçus. Donc il faut y réfléchir. Il faut un changement du métier, courageux, des process et du management, et l'augmentation de sa visibilité, la visibilité de la direction sécurité-sûreté. Je vous remercie de votre attention. Merci.